Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 20h le rattrapage. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure pour revenir sur les moments forts de l'actualité de la semaine passée. Et pour commenter cette actualité, j'accueille Gaëtan Baudin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des jeunes agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes dimanche après une semaine, 10 jours même, passés porte de Versailles à Paris. L'année dernière, il n'avait pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Ça a été un réel plaisir pour vous de retrouver ce moment de partage. Et bien évidemment, on a appelé ce salon le salon des retrouvailles. Donc les retrouvailles entre agriculteurs à Paris sur les 10 jours, comme vous l'avez dit. Et c'est aussi un moment de se retrouver avec le monde urbain et des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser tous les jours. Donc c'était assez important pour nous. Alors je le disais, le salon a fermé ses portes dimanche soir. Dès lundi, les bêtes ont retrouvé leur terre. On part tout de suite dans les Landes où Maria Laforcade et Alexis Dumoulin ont rencontré des éleveurs heureux de cette dizaine de jours. Regardez. Aujourd'hui dans les Landes, c'était un peu le retour des champions. Après 11 heures de voyage entre la porte de Versailles à Paris et Samadé, Novice revient dans les Landes auréolé d'une 3e place au concours général agricole. C'est un peu le fleuron de notre élevage. C'est une bête qui représente bien le morphotype blonde aquitaine. Un peu plus loin, Pin-Up se remet elle aussi du voyage. Cette génisse de race basadaise participait au salon pour la toute première fois, avec un peu d'appréhension. Elle a été un peu réticente la première fois qu'elle a vu tant de monde, tout ça passer dans les allées au milieu des poussettes, tout ça, des présidentiables et autres, tout ça. Elle a été un peu, disons, la première présentation sur le ring a été un peu sportive. Éric Contant se rendait cette année pour la 18e fois au Salon de l'Agriculture. Maintenant, on a un peu plus d'expérience par rapport à la logistique, mais autrement, bon, c'est toujours un peu avec la même émotion qu'on y va. C'est-à-dire quand on a la chance d'avoir un animal sélectionné pour le salon, bon, c'est toujours un peu une consécration pour l'élevage. La reconnaissance d'un travail, mais aussi la perspective de retombées économiques pour les éleveurs. Ce taureau âgé de 3 ans revient lui aussi tout juste de Paris. Et même s'il n'a pas été lauréat dans sa catégorie, sa présence au salon suffit à faire monter sa cote. Déjà, ça nous fait reconnaître dans le milieu de l'élevage. Et puis après, voilà, on espère toujours vendre quelques produits un peu plus chers que si on vendait dans un circuit normal, en tant que producteur surtout. Et la vie de concours n'est pas finie pour Oscar. Comme beaucoup d'animaux présents à Paris, la prochaine étape est la foire de Bordeaux en mai prochain. Gaëtan Baudin, on vient d'entendre ces agriculteurs satisfaits des retombées, des retours du salon. Ça sert encore vraiment à quelque chose, le salon, ou est-ce que c'est, allez, je vais être un peu provoque, juste pour faire plaisir aux Parisiens qui voient des bêtes une fois dans l'année? Alors oui, le salon de l'agriculture aujourd'hui est utile pour les agricultrices et les agriculteurs. C'est un moment fort où ça permet du coup de communiquer sur notre métier. Et je pense que le reportage est assez démonstrateur de ce que c'est. C'est une vraie plus-value. C'est mettre en avant les savoir-faire dans les territoires et c'est quelque chose de primordial et je peux vous dire que j'y étais pendant 3 jours. Vu l'influence, ça fonctionne vraiment et c'est un très très bel événement. Il y avait vraiment énormément de monde. Est-ce que vous avez trouvé un regain d'intérêt de la part du public puisqu'il en a été privé l'année dernière? Oui, effectivement, la fréquentation était à la hauteur de nos attentes et c'est une très très belle édition. On entendait un éleveur dire ben voilà, moi, mon taureau, bon, il n'a pas été primé, mais en revanche, en tant que producteur, reproducteur, il va être plus reconnu. D'autres disaient les cours ou les prix vont peut-être augmenter. Ça a un réel impact, ça, sur l'économie, après, derrière? Bien sûr, sur l'économie, c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs générations, quoi. Moi, je ne suis pas éleveur, mais je sais que la génétique, ça se construit. C'est vraiment un travail long, sur le long terme. Et aller au salon, avoir une médaille, gagner un concours, c'est vraiment la récompense du travail de son père, de son grand-père. Et c'est quelque chose de fort. Et effectivement, derrière, il y a une vraie valeur ajoutée par rapport à tout ça. Alors parlons de l'évolution des exploitations agricoles. Chaque semaine, 200 d'entre elles disparaissent. Alors soit parce qu'elles n'ont pas trouvé de repreneur à la retraite des agriculteurs, ou alors parce qu'elles s'agrandissent. On a de plus en plus de grosses exploitations. Puis d'autres se créent aussi, heureusement d'ailleurs. Et on note aussi une féminisation de l'activité. Voyons l'exemple d'une jeune agricultrice dans la Creuse que Margot Blanc-L'Oeil et Carole Maillard ont rencontrée. Elle a créé sa ferme de toutes pièces.
On se retrouve tout de suite après. Marjolaine Mérins change de cap il y a 4 ans. Allez, viens. Un bac plus 5 en poche, cette ancienne chargée de mission au département de la Creuse décide de devenir éleveuse. J'ai choisi de faire un métier qui me raccroche à la nature, à la vie au grand air et pour avoir la liberté d'être dépendante de mes animaux et pas d'un système dans lequel j'étais pas heureuse, quoi. Une 60aine de vaches, 200 moutons. La jeune femme de 33 ans est installée en bio et commercialise en vente directe. Si aujourd'hui le modèle est rentable, au départ être suivi par les banques a relevé du défi. Une femme seule, pas issue du milieu agricole, les banques ont été extrêmement frileuses à ce sujet-là. Et puis toute une activité à créer puisque sur cette ferme, il n'y avait rien du tout. Pas de bêtes, pas de machines, rien, il fallait tout monter de toutes pièces. Marjolaine a réussi son pari. Une fois installée, elle a reçu le coup de main d'un de ses voisins. Lève l'écrou en bas. Dans sa carrière, cet agriculteur retraité n'avait pas connu beaucoup de femmes à la tête d'exploitation. Une femme toute seule à travers des vaches, c'est pas évident. Vous êtes admiratif? Ah ben oui. Il faut avoir de la volonté pour faire ce qu'elle fait. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonneraient. Pas question d'abandonner, Marjolaine ne regrette rien, même si elle est aussi maman et qu'il faut conjuguer vie professionnelle et vie personnelle. Dans les périodes de rush, on va à 12, 13 heures, 14 heures. Donc voilà, il y a l'enfant aussi à côté qui demande le matin, le soir. Bien sûr que c'est compliqué de gérer les deux. Marjolaine fait partie des 27% de femmes agricultrices en Corrèze, une féminisation du milieu qui a commencé il y a 30 ans. En 1989, les conjoints, que ce soit d'ailleurs aussi pour les hommes et surtout pour les femmes, ont été reconnus à part entière en tant que professionnels de l'agriculture et par conséquent, elles se sont installées, ça leur a ouvert les aides à l'installation, donc la DJA. Et en 1991, on a eu beaucoup plus de femmes qui se sont installées. Raoul Marty. Aujourd'hui, leur nombre n'évolue pas. Pourtant, les femmes apportent au milieu, généralement plus ouvertes, à l'innovation et aux envies des consommateurs. Gaëtan Baudin, 27% de femmes agricultrices en Corrèze. Est-ce que c'est une moyenne nationale ou est-ce que c'est propre à la Corrèze ? Non, c'est une moyenne nationale. Aujourd'hui, c'est un quart des exploitants agricoles au niveau national sont des femmes. Donc ça a considérablement augmenté. Comment on l'explique ? Est-ce que il y a moins de misogynie en agriculture. Comment est-ce qu'on explique cette évolution ? Alors, moi, je pense que les femmes ont toujours été présentes sur les exploitations. Je pense à ma grand-mère, et je le rapporte forcément à moi. Elle était sur l'exploitation, et finalement, elle était primordiale à l'exploitation. Sauf qu'elle n'avait pas de statut C'est ça, elle n'était pas reconnue en tant qu'agricultrice. Voilà. Et aujourd'hui, les femmes ont le même statut, l'évolution des mentalités, et pas que. Mais c'est vrai qu'il y a des installations féminines, et c'est une très, très bonne chose pour le métier, avec un regard nouveau et quelque chose d'assez riche. Justement, parce que là, on entendait Margot Blanc-L'Oeil dire qu'elles avaient justement un regard assez neuf sur les nouvelles technologies, etc. Qu'est-ce qu'elles apportent, les femmes en agriculture ? On a des caractères parfois différents, et c'est vrai qu'avoir un petit peu d'innovation supplémentaire et une façon de voir les choses différentes, d'appréhender les choses, c'est un plus pour l'agriculture en général. On évoque aussi dans ce sujet la frilosité des banques par rapport à la reprise des exploitations ou, pire encore, à la création ex nihilo des exploitations. Pire encore, là c'est une femme seule. C'est une difficulté ça pour les agriculteurs ? Je pense que de toute façon, il y a un sujet, c'est le défi démographique en agriculteur. C'est 30 000 départs à la retraite d'ici 2027 en agriculture. Donc on va avoir besoin de plus d'agriculteurs et de nouveaux agriculteurs. Ça, c'est une première chose. La frilosité des banques, effectivement, je pense qu'il faut de la sécurité dans les deux sens. Il faut que le projet soit bien étudié, viable, vivable, transmissible et durable. Et pour ça, effectivement, les banques doivent suivre les projets. Il faut des projets économiques pérennes, mais les banques doivent suivre les projets. Et comme je le disais, il faut des nouveaux agriculteurs. Donc la frilosité, oui, mais il faudra qu'on soit en capacité de soutenir toutes les agricultrices et tous les agriculteurs qui s'installeront demain. Alors, les soutenir, ok, encore faut-il qu'il y en ait. Il y a un problème de transmission d'exploitation. Oui, la transmission, c'est de toute façon, comme vous le savez très bien dit, il n'y aura pas d'installation s'il n'y a pas de transmission. Et la transmission, ça s'anticipe. Il faut 2 ans avant, quand on n'a pas de reprise familiale, étudier les choses, se dire qu'est-ce que je veux faire de mon capital, qu'est-ce que je veux faire de mon exploitation, pour pouvoir voir comment donner un coup de pouce
aux jeunes qui n'est pas forcément issus du milieu agricole de s'installer. Et alors, dit comme ça c'est très simple, mais il faut aussi des dispositifs qui vont inciter les futurs cédants à transmettre leur exploitation plus facilement. Voilà, des dispositifs fiscaux, des outils de portage foncier, parce que le foncier, c'est quelque chose d'assez lourd quand on reprend une exploitation. Donc c'est pour ça qu'il faut l'anticiper et on aura besoin d'aide. Et vous, justement, vous, jeunes agriculteurs, comment est-ce que vous aidez vos adhérents ? On a un gros chantier sur la transmission qui est en cours et effectivement, il y a beaucoup de rencontres qui sont en cours avec les différents acteurs, notamment avec la SAFER, notamment avec les banques, avec beaucoup d'organisations professionnelles agricoles, avec les chambres d'agriculture, pour réfléchir et construire des dispositifs, notamment de portage de foncier, comme je disais tout à l'heure, pour que le jeune qui veut s'installer, il n'ait pas, par exemple, toutes les terres à acheter tout de suite. Qu'effectivement, il y a un outil économique qui lui permette petit à petit et progressivement de s'installer et qu'il puisse vivre de son métier tout de suite et que ce ne soit pas un couperet et quelque chose d'infaisable. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'endette à une hauteur terrible pour ne pas prendre de salaire après pendant des années pour pouvoir rembourser ses terres. Tout à fait. Il faut vivre à court terme de son métier d'agriculteur parce que ce n'est pas possible sinon, et à moyen terme et à long terme. Donc il faut trouver des solutions et les outils de portage de foncier font partie des solutions. Alors, une image, je ne sais pas si vous l'avez vue, a ravi énormément de monde, et notamment les Parisiens. C'était lundi, pour clôturer le salon 2022. Moutons et brebis ont défilé sur les Champs-Élysées à Paris. Beaucoup venaient du Béarn, où la transhumance est une pratique courante et qui est d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, qui est candidate pour figurer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Regardez le reportage de Frédéric Ovas et Meka Kmogvissian. Ils sont venus fouler le pavé parisien sur la plus belle avenue du monde. 2022 moutons à l'assaut de la capitale, entourés de plusieurs dizaines de bergers avec leurs chiens. 350 artistes, le Béarn fier de montrer ses valeurs, ses traditions, son terroir. Nous sommes venus avec les 13 plus anciens bergers des Pyrénées, d'Aspe, Ossau et de Barrétous, et avec également 13 jeunes femmes bergères, parce qu'aujourd'hui, la modernisation du métier est incarnée par les femmes. Justement, Christine, 56 ans, a tout plaqué il y a quelques années. Le confort de son métier de comptable. Aujourd'hui, elle ne regrette rien, elle est bergère. J'ai pas choisi la facilité, je vous le dis de suite. J'ai appris un petit peu, mais sur le tas, quoi. Et c'est très passionnant, quoi. Très physique, dur. Quand on fait une conversion, c'est comme si je m'étais mis à faire des marathons sans entraînement, quoi. Et ils sont nombreux, les Parisiens, à suivre cette transhumance sur bitume entre l'Arc de Triomphe et le rond-point des Champs-Élysées. Pour ces bergers, ce cortège n'est pas seulement du folklore. À 800 km d'ici, y a une économie qui existe, c'est la ruralité. Il y a des montagnes qui sont entretenues grâce aux brebis. L'idée, c'est aussi de célébrer l'inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel il y a 2 ans. Une première étape avant la reconnaissance par l'UNESCO de cette tradition millénaire. C'est une véritable question, ça, Gaëtan Baudin. Ce n'est pas juste du folklore. La transhumance, ça a une réelle importance, qu'elle soit économique ou qu'elle soit, je dirais, mais presque physique dans les champs ou dans les montagnes. Non, bien évidemment, là, l'action, elle est vraiment symbolique. Elle est sur les Champs-Élysées, cette avenue mythique, pour mettre en avant les savoir-faire, montrer les animaux à des gens qui n'en ont peut-être pas forcément vu. Ça a du sens. Et pour le coup, ça met bien en avant là, le département, enfin le massif des Pyrénées et leur spécificité, vraiment. Mais la transhumance en elle-même, elle a vraiment sa raison d'être. La transhumance a sa raison d'être. De toute façon, ça existe dans les montagnes. Les bergers mettent leurs bêtes en transhumance. Enfin, ils partent de l'étable, ils vont dans la montagne, et donc ça s'appelle la transhumance. Là, effectivement, on ne pourra jamais s'en passer, finalement. Symbolique. Ah non, c'est primordial. Alors, on passe à toute autre chose. Depuis le 1er mars dernier, les restaurants et les cantines ont l'obligation d'indiquer l'origine de leur viande. C'était vrai déjà pour la viande de bœuf, ça l'est maintenant pour toutes les autres viandes. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par Marie-Laure Baillarger et Luc Barré lundi à Poitiers, et on le commente ensemble après. Il va falloir s'habituer à voir ce type de menu. Un changement de taille pour ce restaurateur qui doit désormais mentionner l'origine de la viande et le lieu d'abattage. Alors là-dessus, on va voir le type de race à viande. Donc on est sur un charolais.
On est sur une viande française qui est marquée ici. On a bien sûr le poids, on a bien sûr la date d'abattage, le lieu d'abattage. Dans ce restaurant, le chef essaie de travailler les viandes locales, mais en fonction des menus, il doit parfois s'approvisionner dans d'autres pays. On arrive à trouver des porcs, des cochons noirs qui sont très sympas en Espagne, où on va retrouver d'autres produits comme la Black Angus en Irlande, qui est aussi une très bonne viande. Donc ça, on a le droit de la travailler, c'est pas une faute. Par contre, on donne toute la lisibilité à notre clientèle. Cette mention d'origine est déjà imposée depuis la crise de la vache folle à la viande de bœuf. À l'époque, Michel Caillé n'avait pas ressenti les effets de cette décision. Aujourd'hui, l'étiquetage vient d'être étendu à d'autres viandes. Il est donc plus confiant. Dans les restaurants, jusqu'à présent, c'était plutôt flou, la traçabilité. Donc il y a des choses plus précises sur l'origine de la viande qui sont indiquées. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de la transparence. 50% des viandes consommées hors domicile sont importées, un taux qui s'élève à 60% pour la volaille. Par cette décision, le gouvernement souhaite favoriser les circuits courts, une mesure appréciée par les consommateurs. Si j'ai le choix, je préfère effectivement une viande de région que je vais connaître, effectivement, et où on sait que nos producteurs sont soumis à une réglementation et à une traçabilité de leur élevage. En tant que consommateur, ça nous satisfait bien évidemment, ça nous rassure sur la qualité du produit. Élevé en France et abattu en France, devra être mentionné aussi dans les cantines scolaires et dans les restaurants des entreprises privées. C'est une bonne chose, ça, la traçabilité, l'extension de la traçabilité à toutes les viandes? Oui, tout à fait. Alors, comme ça a été dit, c'était le cas sur la viande de bœuf. Donc maintenant, ça s'est étendu au porc, à la volaille, à d'autres productions. C'est quelque chose qui était très attendu par les agriculteurs. Enfin, manger français, c'est un acte militant, enfin fort, et c'est soutenir les éleveurs français. Alors, il y a manger français, il faut manger au juste prix aussi, il faut regarder le prix. Et alors après, ça concerne uniquement la viande crue. C'est-à-dire que sur les plats transformés, cuisinés, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. On n'a pas obtenu l'obligation de l'étiquetage sur toute la partie transformée. C'est une avancée très forte. C'est passé donc là au début de l'année 2022. La loi date de 2020, mais le décret est juste arrivé. C'était très attendu par la profession. Et moi, j'encourage tout le monde à manger français. C'est vraiment un acte très fort et c'est soutenir l'élevage français. Et il en a besoin en ce moment. Alors, l'actualité cette semaine, bien sûr, est encore marquée par la guerre en Ukraine. Elle a des répercussions tangibles ici, en France, et bien sûr en Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose de regarder un premier reportage tourné dans les Landes par Alexandre Perrin et Laurent Montiel. Ils ont rencontré un producteur d'Armagnac qui exporte une grosse partie de son alcool en Russie. Il craint les retombées des sanctions à la Russie, mais aussi les rétorsions des Russes à l'encontre de la France. Regardez. C'est dans son chai à Antanx que Frédéric Blondeau fait vieillir avec grand soin le précieux alcool. Un Armagnac essentiellement produit en bio et qui s'exporte dans le monde entier. Parmi les premiers pays importateurs d'Armagnac, la Russie a marché jusqu'ici en plein développement. Sauf que l'actuel conflit avec l'Ukraine devrait changer la donne. Ce producteur landais va devoir s'adapter. Ça fait partie des marchés sur lesquels on misait, mais bon, après, si ce n'est pas la Russie, ce sera sur d'autres marchés. On a toujours été habitué à rebondir dans notre profession, de tout temps jamais. On le voit l'année dernière avec l'expérience qu'on a vécue avec le gel, sur lequel on a eu quand même ici, on était sur 70% à peu près de pertes. Donc il faut bien quand même rebondir par rapport à ça. Donc de tout temps à jamais, notre profession a été habituée à rebondir sur des situations qui sont les plus inconfortables. Une filière qui s'inquiète des conséquences économiques du conflit en Ukraine. Certains producteurs ou négociants landais sont présents sur le marché russe depuis 20 ans. Et l'Armagnac, comme beaucoup de produits européens, pourrait être boycotté par la Russie. C'est à peu près entre 12 et 15% de nos ventes totales qui sont exportées en Russie et pratiquement 18% des exportations. Donc c'est un marché très important qui est demandeur d'eau de vie très bien valorisée, d'eau de vie âgée. Donc oui, c'est un gros manque à gagner pour la filière Armagnac et pour notre maison en particulier. Des producteurs et négociants en perpétuelle quête de nouveaux marchés, l'Armagnac s'exporte aujourd'hui dans une 60aine de pays. Quels sont les retours de vos adhérents par rapport à ce conflit? Est-ce qu'ils sont déjà impactés? Alors déjà, il faut savoir que donc, la Russie, enfin, là, puisque le sujet il est russe aussi, c'est le 45e client de la France, voilà, au niveau agroalimentaire, agricole.
Donc effectivement, il y a des filières, et le reportage parle de l'Armagnac, où ils disent 15% donc, d'export en Russie, qui sont directement impactés. Après, une filière complète impactée qui a misé 100% de son marché sur la Russie ou sur l'Ukraine, ça n'existe pas. Donc les impacts, il y en aura dans toutes les filières. Je pense donc qu'il y a l'Armagnac, le lait, les producteurs de pommes, le cognac. Mais l'impact sera plus ou moins important suivant les filières. Mais je pense qu'il faudra qu'on fasse acte et en tout cas qu'on soit en capacité de s'adapter, qu'on ait de la résilience. Mais en tout cas, à date, c'est tenable. C'est tenable. Alors 15%, c'est beaucoup. Pour l'Armagnac, ça représente une bonne part du marché. Ça veut dire quoi, résilience? Parce qu'on entend effectivement beaucoup ce mot depuis la guerre, mais concrètement sur le terrain, pour le producteur d'Armagnac, pour le producteur de pommes, ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qui est à la mode, et je m'en veux un peu de l'avoir utilisé, mais du coup, non, c'est s'adapter. S'adapter au contexte, s'adapter à tout ça. Ça veut dire quoi? Chercher d'autres marchés, du coup? Tout à fait, chercher d'autres marchés. C'est exactement ça, oui. Alors, un autre reportage que je voulais vous montrer, c'est celui sur un producteur de blé tendre. Vous êtes vous-même, vous êtes viticulteur, mais aussi céréalier. Les prix des cours du blé se sont envolés. Ça pourrait être une bonne chose, on pourrait penser ça. Mais les choses, justement, ne sont pas aussi simples. Je vous propose de regarder le reportage de Marie Neuville et de Pascal Lécuyer, vous allez comprendre. Avec des terres fertiles en bord de Garonne, dont 30 hectares en blé, et un hiver favorable, la culture est belle. Xavier Sibrac est producteur depuis 10 ans. Sur la dernière campagne, il a produit 70 quintaux de blé meunier par hectare. Il est sidéré par l'envolée des cours du blé. Pour notre récolte 2022, pour l'instant, nous avons des contrats qui sont aux alentours des 300 € tonne, ce qui est un prix jamais vu. On n'a jamais payé des récoltes de blé à ce prix-là. Sachant que, par exemple, l'année dernière, on nous avait acheté les blés tendres en moyenne entre 180 et 190 € la tonne à la récolte. Ce matin, le blé était même coté 403 € la tonne, une hausse de près de 50% en un mois. Xavier Sibrac n'est pas pour autant rassuré. On va nous acheter le blé certainement à un prix assez élevé. Mais par contre, on est inquiet sur nos coûts de production parce que pour produire ce blé, il faut mettre de l'engrais, des semences, des produits phytosanitaires qui ont doublé et ce qui vont nous impacter sur nos trésoreries sur le moyen terme. L'Aquitaine compte 7000 producteurs cultivant 100 000 hectares de blé tendre. Pour cet expert, les hausses sont démesurées mais justifiées puisque la Russie et l'Ukraine, producteurs mondiaux majeurs, ne peuvent plus exporter. On a un effet psychologique lié à la guerre qui inquiète l'ensemble des opérateurs qui ont besoin de se couvrir aujourd'hui sur le marché en achetant du blé pour être sûr de pouvoir effectivement assurer la fourniture de leurs clients. Et la multitude d'opérateurs présents à l'achat aujourd'hui sur le marché provoque une forte hausse. La filière aquitaine restera sous tension jusqu'à la fin de la récolte 2022. Alors, bonne chose d'un côté, parce qu'effectivement, les prix du blé flambent, mais on a bien vu qu'il y avait d'autres difficultés. Revenons sur le prix du blé. Vous êtes vous-même céréalier, donc là, vous vous frottez les mains en ce moment. Alors, oui et non, effectivement. C'est cynique de dire ça, bien sûr, mais d'une certaine façon. Le prix du blé est historiquement haut. Moi, en tout cas, je me suis installé en 2013, j'ai jamais connu ça. Comme ça a été très bien dit, des contrats à 300 € la tonne de blé tendre, c'est juste unique, on va dire. Mais ça a été aussi très bien dit, il faut le mettre en corrélation avec le prix des matières premières. Et je pense que, clairement, il faudra que ça reste à ce prix-là, parce que vu l'augmentation du prix des matières premières, si les cours redescendent au moment de la récolte 2022, là, ça risque d'être très compliqué. Alors, il faudra vraiment calculer l'augmentation du prix du gasoil, l'augmentation du prix des engrais, l'augmentation des produits phytosanitaires. C'est vrai que les matières premières augmentent. Donc, le blé augmente, mais ce qui nous permet de le produire augmente aussi. Tout est impacté, même les produits phytosanitaires, tout est impacté en fait. C'est ça, sur l'engrais, il faut du gaz pour produire de l'engrais. Et aujourd'hui, le gaz, la Russie est un gros producteur de gaz et on est dépendant de la Russie par rapport à ce gaz-là, donc le prix des engrais augmente. Et il y a deux phénomènes. Il y a eu la crise du Covid, qui donc du coup a impacté tout le marché des matières premières. Donc on a vu une hausse de toutes les matières premières augmenter post-Covid. Et là, donc, vient s'additionner à ça la guerre en Ukraine. Et donc ces deux facteurs-là ça amplifie encore plus le phénomène d'augmentation du prix. Est-ce qu'on avait
a l'idée en tête qu'on était aussi dépendant de la Russie et de l'Ukraine avant le conflit. Alors on est dépendant d'eux énergiquement, clairement. Voilà. Après c'est vrai que l'Ukraine c'est le premier producteur, enfin l'Ukraine et la Russie sont les premiers et deuxième producteurs mondiaux de tournesol. Donc sur le tournesol, c'est vrai qu'il y a un sujet et c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir au niveau national, je pense, sur notre autonomie en ce qui concerne la culture de tournesol. On n'est pas assez indépendant de ce côté-là ? On est indépendant, autonome de manière agricole. Ça, on est un pays souverain, un pays agricole fort. Mais sur certaines cultures spécifiques, notamment le tournesol, c'est vrai qu'on a une forme de dépendance par rapport à l'Ukraine et par rapport à la Russie. On a aussi le blé et l'orge. L'Ukraine, c'est le 6e producteur de blé et d'orge. Donc c'est quand même un gros pays agricole, quoi. Il y a 3/4 de la surface de l'Ukraine qui est en terre agricole. C'est un pays agricole fort. Et il y a aussi un autre sujet, c'est sur les semences. C'est-à-dire qu'on a la génétique, on a la recherche en France, mais par contre, la production se fait énormément en Ukraine. Donc sur les semis de printemps 2022, ça va aller, mais sur l'année prochaine, on n'a pas de visibilité sur 2023. Parce que là, concrètement, les agriculteurs ukrainiens sont incapables de pouvoir mener à bien leur moisson, enfin même la culture de leurs céréales. Comment est-ce qu'on va faire ? Alors pas en 2022, tout est engagé, mais en 2023 et 2024. Enfin, moi, j'ai pas les solutions et je pense qu'il faudra qu'on se mette autour de la table, professionnels agricoles, pour réfléchir à vraiment peut-être, enfin ça va révolutionner un petit peu, je pense, notre manière de voir l'agriculture et on va peut-être repenser beaucoup de choses en ce qui concerne nos échanges et notre commerce agroalimentaire avec d'autres pays. Alors, autre ressource dont les prix s'envolent, et ça vraiment, on l'a tous constaté, pas simplement les agriculteurs, ce sont bien sûr les carburants. Exemple, jeudi à Limoges avec le reportage d'Emmanuel Denano et Samuel Chassaigne. Dans cette station-service du centre-ville de Limoges, les prix à la pompe s'envolent sous le regard surpris des automobilistes. Je n'avais pas remarqué, mais j'espère que ça va baisser. Mais je crois que c'est pas parti dans ce sens-là. 2,04 € neuf pour le gazole et quasiment 2,10 € pour le samplon 98. Le seuil psychologique des 2 € le litre est franchi et le moral est atteint. Arriver à 2 € le litre, c'est vraiment trop, quoi. Là, mieux être au chômage que travailler, car on dépense plus pour travailler, quoi, maintenant. Je ne sais pas ce que notre gouvernement va faire là-dessus, quoi. Il y a eu les gilets jaunes ça a démarré là-dessus, et puis finalement, on se retrouve 2 ans ou 3 ans après, c'est encore plus cher, quoi. Ça va devenir difficile pour tout le monde. Des temps difficiles qui poussent certains automobilistes vers des stations-service où les prix s'envolent, mais plus lentement. Ça commence un peu à piquer, quoi, donc ce serait bien que ça s'arrête un peu. Surtout que dans Limoges, c'est déjà à 2 €. Oui, dans Limoges, c'est pour ça que là, on continue à rester dans les petites stations. Comme ça, au moins, on gagne quelques centimes. À la fin du mois, ça fait la différence. On n'a pas le choix, on restreint les déplacements, il faut bien continuer à travailler, quoi. Preuve par l'image de l'envolée des prix à la pompe. Dans cette station-service où nous avons fait des images ce matin, les prix ont augmenté de 5 et 7 centimes en début d'après-midi, pour afficher quasiment 2,15 € par litre de carburant. Alors, comme je disais, on est évidemment tous impactés par la hausse du prix des carburants, mais c'est une épine de plus dans le pied des agriculteurs. C'est sûr, comme l'augmentation du prix des engrais, l'augmentation du prix du gasoil, c'est une augmentation du coût de production. Et là, pour le coup, c'est pas une petite augmentation. Et ça va être un problème. Alors, la situation, elle est inédite. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, jamais vu. Enfin, en tout cas, en tant que jeune agriculteur, forcément, on ne l'a jamais connu. Je pense qu'il faudra qu'on soit très solidaires entre agriculteurs. Les choses évoluent de jour en jour, de semaine en semaine. On ne sait pas trop où on va, on n'a pas de visibilité, comme je le disais. Il ne faut pas surréagir par rapport à tout ça. Faut se poser. De toute façon, bien sûr, moi je suis confiant. Enfin, on est un pays agricole fort. Il faut garder l'optimisme. Alors les temps vont être durs, mais il va falloir rester soudés entre agricultrices et agriculteurs. Ça, on sait le faire et pour le coup, on sera là pour tout le monde et c'est bien de le rappeler et de le dire. On va rester sur cette note optimiste. Merci beaucoup Gaëtan Baudin de votre présence ce soir. Je rappelle que vous êtes président des jeunes agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de 20h le rattrapage. Très bonne soirée.